Voici Rodolphe. Rodolphe a 18 ans et veut commencer des études en ingénieur civil à l'université catholique de Louvain-la-Neuve. Il est curieux et aspire à comprendre les mystères de la vie. Dans sa vie de tous les jours, il est confronté quotidiennement aux voitures qui lui semblent bien familières. Mais un jour, en se levant le matin, il observe que les roues de son véhicule ne sont pas parallèles lorsqu'il les braque. Il juge tout cela bien étrange. Il se met alors à interroger des passants dans la rue quant à leur perception du mécanisme de conduite d'une voiture dans un tournant. Je pense que c'est plus ou moins parallèle, mais maintenant, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un petit décalage, quoi. Après, est-ce qu'elles sont parfaitement parallèles? Je sais pas. Peut-être que la roue intérieure tourne un peu plus que la roue extérieure. Contrairement aux idées perçues, lorsqu'une voiture tourne, ses roues avant ne sont pas parallèles entre elles. Afin d'illustrer ceci, Rodolphe décide donc de construire deux petites voitures de même dimension. L'une a des roues avant parallèles et l'autre avec des roues avant non parallèles. Les roues des voitures ont été construites avec des CD collés sur des roulements à billes. Rodolphe commence par analyser le comportement du modèle avec les roues parallèles. Les deux roues forment un angle de 28 degrés. Lorsque Rodolphe pousse le véhicule, on peut voir distinctement qu'il effectue le début d'un cercle. Cependant, lorsqu'il regarde les traces de plus près, il voit bien qu'elles ne sont pas parfaites. Rodolphe décide donc de se concentrer sur le pneu avant droit. Lorsque celui-ci effectue son déplacement, il semble suivre deux tracés. En regardant de très près, il voit que la roue subit des forces qui plient le CD. Lorsque Rodolphe effectue le même exercice avec l'autre modèle, il s'aperçoit que les traces sont bien plus régulières. La roue intérieure au virage a un angle de 38 degrés et la roue extérieure a un angle de 18 degrés. Ceci permet à la petite voiture de bien prendre son virage. C'est pourquoi Rodolphe décide de s'intéresser au mécanisme de direction le plus répandu, l'essieu brisé à deux pivots. Lorsqu'une personne tourne le volant vers la droite, ceci va entraîner la rotation de la colonne de direction vers la droite, et cette rotation va entraîner le pignon dans ce même sens. La crémaillère va à son tour se déplacer vers la gauche. Via la biellette, un mouvement linéaire est transmis au porte-fusée. Le porte-fusée n'étant pas directement attaché à l'axe de rotation, ce mouvement linéaire va forcer la roue à faire une rotation. Des concepts de direction similaires avaient déjà été imaginés il y a longtemps. Voici Rodolphe au musée de l'automobile, contemplant une calèche de plus de 3 siècles, ayant déjà un mécanisme similaire aux voitures d'aujourd'hui. En rentrant à la maison, Rodolphe comprend vite qu'il lui manque des concepts de base de la physique. C'est pourquoi il décide de s'attarder davantage sur les concepts théoriques d'une voiture en mouvement. Sur Internet, il regarde un tutoriel sur le sujet. Une voiture en mouvement a 3 degrés de liberté, 2 mouvements de translation et 1 mouvement de rotation. Dans un modèle à 2 dimensions, les forces de traction créent le mouvement entre la roue et la surface tangentielle à travers la friction. Sur les roues avant et arrière, ces forces de traction peuvent être divisées en 2 forces distinctes, une longitudinale et une latérale que nous dessinons sur la voiture. Cela induit le dérapage de la voiture. Alors que la force longitudinale pointe dans la direction du pneu respectif et est responsable de l'accélération, la force latérale, elle, est responsable de garder la voiture sur la route. Nous traçons alors les forces de traction résultantes des 2 roues. Si ces forces sont trop élevées, le pneu perd son adhérence et commence à glisser. La force de traction latérale du pneu induit une force centripète, poussant la voiture vers le centre de la courbe. Nous dessinons cette force sur chaque pneu de notre modèle et sur le centre de masse. La force centripète totale de ce centre de masse est la résultante de 2 composantes. Ces forces dépendent de l'angle de tournant et de la vitesse, bien que non impactées par la variation de l'angle de tournant. La force centripète résulte de la formule de Newton et de l'expression de l'accélération centripète, vitesse au carré, sur le rayon. En les imbriquant l'un dans l'autre, nous obtenions une force de mv au carré sur r. Quand l'angle de tournant tend vers 0, les 2 forces tendent vers 0. Spontanément, l'idée vient alors à Rodolphe d'interroger un expert sur la condition et le mécanisme d'Ackermann. Mais est-ce que vous savez m'expliquer simplement qu'est-ce qu'Ackermann ?
Merci pour ta question, Rodolphe. Alors c'est très simple. Lorsqu'une voiture prend un virage, la roue intérieure du virage aura une distance plus petite à parcourir que la roue extérieure du virage, et donc elle aura un angle et une vitesse différentes. C'est normal ça, deux vitesses différentes pour une même voiture. Mais non, Rodolphe. Imagine ici la voiture qui prend un tournant vers la gauche. La roue intérieure, au virage, a une distance plus petite à parcourir que la roue extérieure. C'est comme sur un carrousel, la personne qui se trouve au bord du carrousel a une distance plus grande à faire que la personne qui se trouve proche du centre. Et donc, si les deux roues avaient la même vitesse et le même angle, il y aurait une usure excessive des pneus commenceraient à patiner, à déraper, et la voiture aurait un comportement non souhaité. Et du coup, maintenant, je suppose que c'est Ackermann qui rentre en jeu. Tout à fait, Rodolphe. Le mécanisme d'Ackermann est un mécanisme qui a été développé par un Allemand, breveté par Ackermann, et qui va permettre à la roue intérieure au virage d'avoir un angle plus grand que la roue extérieure au virage. Ceci est fait via un mécanisme de 4 barres. Ce même mécanisme, je crois qu'on te l'a expliqué auparavant dans la vidéo. Mais justement, qu'est-ce que la condition d'Ackermann? Lorsqu'une voiture prend un tournant et donc lorsque les roues sont braquées, les perpendiculaires de toutes les directions des pneus doivent se rejoindre dans un point que nous appelons le centre instantané de rotation. Donc, dans le cas des pneus avant, tu peux donc bien voir que la perpendiculaire rouge, la ligne rouge, est perpendiculaire à la direction des pneus. Ceci n'est que possible grâce à un angle qui sépare la direction des pneus lors du braquage à la direction des pneus lorsque celle-ci est au repos. Lorsqu'elles rejoignent tout le CIR, c'est ce que nous appelons la condition d'Ackermann. La condition d'Ackermann est donc respectée dans ce cas-ci seulement grâce au fait que les angles des pneus avant sont différents. Sinon, tu pourrais bien voir que s'ils étaient parallèles, eh ben, nous aurions du coup une ligne qui irait jusqu'ici et qui ne serait donc pas, qui respecte pas la condition d'Ackermann. Vous pouvez juste revenir sur les angles là? Nous allons d'abord commencer par calculer la cotangente de delta 1. Donc, qu'est-ce que c'est une cotangente? Pour rappel, c'est donc la face adjacente sur la face opposée, ce n'est que l'inverse d'une tangente. Dans notre cas de notre exemple, nous avons donc la distance R qui sépare le centre instantané de rotation au pneu arrière gauche, qui est donc le R, donc la face adjacente de notre triangle comme ceci. Et nous avons aussi que la longueur est la face opposée. Dans notre cadre de notre delta 0, la cotangente de notre delta 0 est plus ou moins la même chose. Cependant, la face adjacente n'est plus R, mais R plus la largeur de la voiture, donc la distance qui sépare le pneu arrière gauche du centre instantané de rotation et la largeur de la voiture qui sépare le pneu gauche du pneu droit. Lorsque nous prenons la différence de ces deux cotangentes, nous arrivons aux équations que je viens de te montrer. Donc la différence de la largeur plus la distance qui sépare sur la longueur, moins juste la distance qui sépare la voiture du centre instantané de rotation sur la longueur de la voiture. Ce qui donne donc que cette différence est égale à la largeur sur la longueur, et donc cette relation, donc la relation d'Ackermann, établit donc que les angles vont dépendre des dimensions d'une voiture. Nous allons donc maintenant montrer que l'angle delta 1 est toujours plus grand que le delta 0. Ceci sera possible grâce aux tangentes. Nous allons prendre l'inverse de la tangente qui est, pour rappel, je l'ai déjà rappelé avant, mais la longueur, la face opposée sur la face adjacente, donc la longueur plus la distance et la largeur, et même chose pour delta 1, qui par contre dans ce cas-ci est juste la longueur plus la distance qui sépare le centre instantané de rotation au pneu arrière gauche. Nous pouvons donc voir que dans le premier cas, nous avons un dénominateur qui est beaucoup plus grand que dans le deuxième cas, et donc nous pouvons facilement conclure que l'angle delta 1 sera toujours plus grand que l'angle delta 0, autant donné qu'une voiture ne peut pas avoir une largeur de 0. Et si on rajoute les forces de frottement, est-ce que cela change le centre instantané de rotation? Dans un monde non parfait, donc avec des frottements, des glissements, etc., il y a des forces de traction qui vont s'exercer sur le pneu. Je crois qu'on peut déjà expliquer les forces de traction qui étaient exercées sur un pneu. À cause de ces forces de traction, nous avons donc la direction du pneu, qui normalement est perpendiculaire à l'axe de rotation, n'est plus exactement la même. Il y aura donc une légère différence, comme tu peux voir avec la flèche rouge, qui sera donc la direction du pneu lorsque cette voiture tourne vers la gauche, donc les forces qui vont venir pousser et vont venir dévier la direction du pneu. Et ainsi, tu peux donc voir que les perpendiculaires aux directions réelles des voitures, donc plus les perpendiculaires à l'axe de rotation, donc les directions réelles induites à cause des forces de traction, vont se retrouver dans un point qui est de nouveau le centre instantané de rotation, mais qui ne sera plus
sur le même axe que les roues arrière, étant donné que celles-ci vont aussi rencontrer des forces de traction. As-tu tout compris, cher Rodolphe? On ne peut plus clair. Merci, professeur. Rodolphe aimerait appliquer ce qu'il vient d'apprendre. Rodolphe va donc comparer deux mécanismes de direction grâce à des animations. Il prévoit d'analyser la performance autour d'un rond-point de 12,5 mètres de rayon des deux voitures, l'une avec des roues parallèles et l'autre disposant du mécanisme d'Ackermann. Les voitures ont les mêmes dimensions, une largeur de 1,6 m et une longueur de 2,7 m. À première vue, il est clair que la voiture disposant du mécanisme d'Ackermann effectue une trajectoire plus propre et précise. Ses pneus ne quittent rarement le cercle bleu. De plus, malgré une vitesse identique de 10 mètres par seconde, la voiture avec le mécanisme d'Ackermann prend énormément d'avance après seulement un tour et demi. En regardant le tracé des véhicules, il constate qu'une voiture avec roues parallèles effectue un cercle plus grand. Ceci explique l'avance gagnée par la voiture suivant Ackermann. Ces graphes illustrent les angles de glissement dans un virage à droite des roues d'une voiture. Nous pouvons immédiatement voir qu'un virage pris avec des roues avant fixées parallèlement donne une plus grande différence d'angle de glissement entre les deux roues avant qu'une géométrie Ackermann. Pour une géométrie parallèle, la roue avant gauche donne un angle de glissement plus élevé en radians, de 0,1 radian par rapport à la roue droite de 0,07. Par conséquent, dans le mécanisme d'Ackermann, les angles de glissement des deux roues avant ne sont pas significativement différents. Comme attendu, les roues arrière ne fournissent pas de différence significative. Ces graphes montrent clairement la nécessité d'un mécanisme d'Ackermann pour éviter de glisser en abordant un virage. À travers ses recherches, il comprend qu'aucun système de direction à 4 barres ne peut permettre une parfaite condition d'Ackermann. En effet, dans la vraie vie, la condition d'Ackermann ne peut pas être satisfaite pleinement et les angles de direction ne correspondraient jamais parfaitement à la condition d'Ackermann. Cependant, un système multibarre peut permettre de se rapprocher autant que possible de cette condition parfaite. Toutefois, un dernier concept doit être expliqué à Rodolphe, l'anti-Ackermann. Le principe d'Ackermann est uniquement utilisé pour des vitesses faibles. Dès lors, quand la vitesse de la voiture devient trop élevée, une force importante doit être appliquée sur la voiture, et le taux de glissement de la roue intérieure doit être très élevé car il y a une plus petite charge sur la roue intérieure. Dans ce cas, on utilisera donc le mécanisme anti-Ackermann qui est défini par une roue extérieure avant étant plus fortement tournée vers le centre de rotation que la roue intérieure. Ce mécanisme de direction inverse est utilisé par les voitures de course car allant à haute vitesse, il permet d'avoir une meilleure adhérence sur le sol. Le voyage d'apprentissage de Rodolphe touche à sa fin. Il sait maintenant tout ce qu'il faut sur le mécanisme d'Ackermann et cela le ravit. Voici un petit résumé des principaux éléments qu'il n'oubliera jamais. Il comprend maintenant le fonctionnement d'une crémaillère et d'un mécanisme d'essieu brisé à 2 pivots, ainsi que les termes spécifiques pour le décrire. De plus, il peut expliquer quelle force agit sur un pneu. Finalement, Rodolphe a compris la condition d'Ackermann, le mécanisme d'Ackermann, ainsi que la relation entre ces deux notions, et il peut facilement le réexpliquer avec les équations nécessaires. Les exemples de la vie courante sont multiples, et sa connaissance lui permet de reconnaître le phénomène dans sa vie de tous les jours.